À Monsieur Dominique Potier. Ça va, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, pour ceux qui sont là, et puis chers collègues, et puis je salue également la Présidente, même en son absence, pour renouveler nos félicitations pour le travail qu'elle a fait en commission. Chers collègues, nous sommes réunis pour examiner, après un an d'attente, une loi qui nous a déjà bien mobilisés en commission et que nous avons désormais 2 semaines pour approfondir les sujets que nous avons partagés et sur lesquels nous allons confronter nos points de vue. Parce que je voudrais profiter de ce débat général pour rappeler une première chose, c'est que nous avions en janvier une loi pour le groupe socialiste qui avait été déposée, qui s'appelait « Nouvelle entreprise, nouvelle gouvernance ». Nous avions à ce moment-là proposé une dizaine d'idées qui étaient, à notre sens, des idées pour le siècle qui vient et des idées qui, nous en avions l'intuition, pouvaient nous rassembler. Je me souviens très bien, Monsieur le Ministre, de votre adhésion philosophique de façon générale et des propos de la rapporteure à l'époque pour nous proposer un renvoi dans cette loi et une discussion en profondeur sur nos propositions. Après le passage en commission, nous pouvons faire part d'une immense déception. Sur les mots, on peut toujours s'accorder. Sur la philosophie, il peut y avoir des visées communes. Mais dans les faits, quasiment aucune de nos propositions structurées n'a été entendue à ce stade. Je parlerai à ce niveau d'un rendez-vous manqué et de beaucoup de bruit pour rien par rapport à la discussion qui s'était promise lors de l'examen de notre PPL. Donc pour nous, c'est avec cette déception et en même temps cette persévérance que nous allons venir en séance pour proposer à nouveau nos propositions. Alors je ne vais pas m'attarder à ce stade sur les privatisations qui nous paraissent, contrairement à Charles de Courson, un mauvais plan sur le long terme et un mauvais calcul sur la rentabilité des dividendes de l'État à court terme. Je ne vais pas revenir ici, nous aurons l'occasion en séance, sur le déséquilibre que pourrait induire la part de l'intéressement dans la construction du revenu des salariés. Et nous aurons toute l'occasion de revenir sur le bien fondé de la fragilisation de certains garde-fous qui nous paraissent extrêmement importants pour des principes de loyauté pour nos entreprises. Je vais peut-être essentiellement évoquer les idées qui étaient les nôtres en janvier et qui sont, je le répète, pour nous un vrai rendez-vous manqué et un regret, je le crois, pour notre Assemblée. Parce que ces idées, elles s'inscrivent dans une nouvelle donne qui, au-delà d'être un marqueur pour nous à gauche, aurait pu être un point, je le crois profondément, nous le croyons, avec Boris Vallaud, avec tous les collègues du groupe socialiste, être une espérance pour le monde du travail. Parce qu'à gauche, aujourd'hui, nous sommes, et nous voulons l'affirmer, capables de sortir de 3 archaïsmes. Le premier archaïsme, c'est celui de penser que l'entreprise est le lieu du mal. Et nous pensons profondément qu'elle est l'occasion d'une aventure humaine, qu'elle n'est pas mue que par l'appât du gain, que l'entreprise, ce n'est pas le veau d'or, et que l'entreprise, c'est la construction d'une œuvre commune, avec chacun partie constituante de cette communauté. Alors on a entendu des grands mots, communauté inspirée, nouvelle voie dans la mondialisation. Nous avons des propositions très concrètes qui illustrent ce récit d'un esprit d'entreprise qui ne se résume pas à l'appât du gain et qui n'a rien à voir avec le veau d'or. À gauche, nous pouvons penser une puissance publique qui ne s'oppose pas à l'esprit d'entreprise, mais qui au contraire en crée les conditions. J'aime cette image des rives d'un fleuve. Les rives, c'est un peu la loi, c'est la puissance publique. Et sans ces rives, nous n'avons pas un fleuve plus puissant, nous avons un marécage. Et nous pensons puissamment que nous avons, dans cette civilisation qui vient, qui va aller du territoire à la planète, à penser des rives civilisationnelles à l'esprit d'entreprise pour le canaliser, notamment pour ces superpuissances qui sont devenues les multinationales qui échappent au droit commun aujourd'hui. Nous n'opposons pas puissance publique et esprit d'entreprise parce que nous faisons l'expérience que partout des régulations intelligentes sont posées. Je connais bien celles qui sont liées au partage de la terre. Elles sont génératrices de valeur ajoutée environnementale, sociale et économique, alors que le libéralisme, en l'occurrence, produit un appauvrissement sur les 3 champs que j'ai développés précédemment. Donc nous pensons que la puissance publique ne s'oppose pas à l'esprit d'entreprise, mais que toute l'intuition politique doit consister à additionner ses forces de façon inédite. À gauche, nous pensons que la solution n'est pas dans la fermeture au monde, mais dans une nouvelle manière d'appréhender le monde. Dans certaines lois que nous avons portées,
Mireille Delmas-Marty, évoquait une souveraineté solidaire qui devait faire place progressivement aux souverainetés solitaires. C'est ce récit que nous voulons porter, celle d'une France qui invente de nouveaux droits et devoirs dans la mondialisation, qui soit capable, à travers l'Europe et par l'Europe, avec l'Europe à tout prix, dans un nouveau pacte européen fiscal, dans un nouveau rôle des banques à l'échelle européenne, dans un commerce extérieur revisité, dans une pensée commune européenne, d'être notre instrument dans la mondialisation et notre dialogue dans la mondialisation. Donc nous voulons aujourd'hui porter la parole d'une gauche qui croit dans l'esprit d'entreprise, qui croit à un New Deal entre l'esprit d'entreprise et la puissance publique et qui croit profondément que l'Europe est le cadre et le creuset de cette nouvelle entreprise au XXIe siècle. Alors les 9 idées que nous portons, nous aurons l'occasion de les développer, mais c'est là-dessus que je voudrais concentrer le reste de ce débat général. Ces 9 idées que vous avez si peu entendues pour la plupart d'entre elles jusqu'à présent, nous espérons qu'elles vont ouvrir un dialogue en profondeur, qu'il n'y aura pas des scories, des péripéties, mais que nous aurons véritablement l'occasion de se dire en quoi elles heurtent aujourd'hui la visée qui est la vôtre en matière de nouvelle prospérité, si je reprends les mots du ministre à l'instant. Eh bien, cette prospérité, elle ne nous semble en aucun cas être mise en cause, bien au contraire, par les propositions que nous faites. Il faudrait, sauf à penser que les externalités négatives des entreprises sont une fiction, il faut rédiger la nouvelle formule de l'article 1833 du Code civil avec des termes appropriés. Les sociétés doivent aujourd'hui être gérées conformément à l'intérêt de l'entreprise en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de leur activité. Les mots ont une importance, ce ne sont pas les mêmes que celles que vous proposez et nous aurons un débat sur ce point. Sauf à considérer que les salariés sont une charge et un poids pour l'entreprise et que leur propre génie, leur avis n'est pas un atout pour l'entreprise, sauf à mépriser le fait que 8 pays européens tiennent une part de leur prospérité dans notre authentique codétermination. Vous devriez accepter nos propositions de faire que dans les entreprises de plus de 1000 salariés, un tiers des représentants du personnel puissent siéger, et dans les entreprises de plus de 5000 salariés, la moitié des conseils d'administration soit composée de représentants du personnel. C'est un modèle de 8 pays européens qui ne connaissent pas la crise aujourd'hui et qui s'appuient sur cette codétermination pour cette prospérité. Sauf à considérer qu'il n'y a pas eu une immense déformation dans la répartition du revenu du capital et des salaires depuis les années 90. Cette grande déformation du capital et du travail, vous devriez accepter cette idée que non seulement la transparence des salaires doit exister, mais que notre proposition de les encadrer, en considérant qu'au-delà de 12, au-delà de 20, il s'agit plus d'un privilège que d'une véritable charge, et les nouvelles règles fiscales que nous proposons pour encadrer ces écarts de salaire nous semblent être à même de redonner de la cohérence, de la cohésion, de l'imagination et de la créativité dans notre société et au sein de l'entreprise. Sauf à considérer que l'épargne salariale et la participation des salariés sont uniquement un objet de redistribution, mais qu'ils peuvent être un lieu d'investissement pour le futur, vous accepterez que nous fléchions l'essentiel des aides fiscales pour l'épargne retraite et l'épargne salariale en direction de la transition énergétique, parce qu'il nous semble qu'il n'y a pas d'autre urgence aujourd'hui pour notre planète, pour notre économie et pour nos sociétés que cette transition écologique. Sauf à considérer que l'économie sociale n'est qu'un pis-aller et l'idiot utile du capitalisme, vous accepterez que nous renforcions cette économie sociale et nous indiquons 2 leviers pour cela. La reconnaissance de la SAPO a été acquise et nous nous en félicitons en commission spéciale. Nous vous remercions pour cet accord politique, mais nous proposons 2 autres éléments très concrets, que les sociétés à émission soient authentiquement codéterminées au sein de l'entreprise. Et deuxième évolution, que nous donnions un label lisible, public et d'avenir à l'économie sociale et solidaire en la rebaptisant en conformément à leurs attentes. Enfin, et c'est pour nous extrêmement important, sauf à considérer que nos bases fiscales sont loyales aujourd'hui, vous accepterez que nous ayons un reporting fiscal intégral, complet aux IRP pour rester conforme à la Constitution et que nous pourrons ainsi, en élargissant les bases fiscales pour la puissance publique française et européenne, baisser le taux de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. Enfin, nous proposons autour d'un pacte de la PME une dizaine de propositions qui sont pro-entreprise, qui favorisent la loyauté et l'enracinement de nos entreprises. Elles vont du droit de suite pour l'artisanat, un statut du jeune entrepreneur,
à la prise en compte de la priorité des créances dans le cadre des entreprises en difficulté et de la capacité à avoir accès au marché public dans ces mêmes phases délicates. Nos propositions très concrètes visent à redonner des chances à des entreprises dans des phases de transition ou de crise qu'elles traversent sur nos territoires. Voilà les 9 idées novatrices que nous voulons pousser absolument. Je voudrais, pour finir, rappeler qu'elles ont une histoire. Elles ont une histoire, elles sont nées, vous le savez, essentiellement, ces idées neuves pour l'entreprise au XXIe siècle, dans des débats organisés au Collège des Bernardins depuis une dizaine d'années. Elles ont permis la confrontation d'hommes et de femmes comme Antoine Yoncan, Armand Hatchuel, Blanche Sécrestin. Je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui, comme à Olivier Favreau et Christophe Clerc. Leurs travaux pluridisciplinaires, ouverts, associant des ONG, associant des syndicalistes, des entrepreneurs, des chercheurs de plusieurs disciplines, ont permis de renouveler le cadre théorique et la pensée de l'entreprise. Nous avons, pour notre part, fait de la même avec Boris Vallaud, avec Régis Cholonico, avec nos collègues Marie-Noëlle Battistel en responsabilité sur ce texte. Nous avons travaillé pendant une trentaine d'heures avec des entrepreneurs, des chercheurs, des ONG, des syndicalistes pour formuler les amendements que nous proposons aujourd'hui. Nous espérons qu'ils seront reçus au bon niveau et nous nous rappellerons qu'ils font écho à des travaux importants engagés par Alain Supiot, Cynthia Fleury, à plusieurs appels qui ont été lancés dans ce pays et à l'échelle européenne pour renouveler profondément l'entreprise. Une grande loi sur l'entreprise ne pourra pas faire l'impasse sur les débats que nous apportons et nous espérons que non seulement nos amendements seront acceptés, mais qu'ils permettront, pour ceux qui n'ont pas fait ce parcours, de découvrir une source intellectuelle nouvelle dans le débat public. Enfin, nous inscrivons, et pour finir, l'ensemble de nos propositions dans une visée européenne. Nous sommes à quelques mois d'élections européennes qui ne peuvent que terroriser tous les démocrates, toutes les personnes qui sont en responsabilité aujourd'hui et qui voient le monde tel qu'il se délite et la montée des nationalismes, la montée des populismes. Et nous croyons profondément, avec Boris Vallaud, avec notre mouvement politique, mais au-delà de notre mouvement politique, que l'entreprise européenne au XXIe siècle doit se distinguer des modèles asiatiques de capitalisme d'État, qu'ils doivent se distinguer des modèles néolibéraux anglo-saxons et que nous devons, autour de l'éthique européenne, autour de ce qui sont nos fondements philosophiques et de notre histoire singulière en Europe, bâtir un modèle européen de l'entreprise qui nous permette d'engager le dialogue de la mondialisation avec des éléments de compétitivité qui soient ancrés dans notre histoire et qui peuvent rassembler les forces démocratiques de notre pays. Une agence de la mobilité, la capacité à avoir aujourd'hui une fiscalité transparente et loyale à l'échelle européenne. Le principe de codétermination étendu à toutes les entreprises européennes. Le devoir de vigilance, qui est une invention française. La capacité, avec nos sous-traitants au bout du monde, à respecter les droits humains et à respecter l'environnement. Voici quelques principes qui pourraient fonder une éthique européenne de l'entreprise dont nous pouvons amorcer dans cette loi l'esquisse si nous ne nous payons pas de mots et que nous allons au bout des débats et que vous acceptez les amendements que nous défendrons. Je vous remercie. Merci, Monsieur Potier. La parole est à Monsieur